À la une ce soir, au palais présidentiel, le ministre pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Royaume de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord est allé rencontrer le président Alassane Ouattara en première ligne des questions de coopération économique. Le vice-président ivoirien a lancé aujourd'hui les activités du centre Andrew Young. L'objectif est de faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes Ivoiriens, leur donner des outils afin de faire d'eux les leaders économiques de demain. À Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la mise en eau du barrage hydroélectrique. Il est question dans un premier temps d'évaluer le comportement des ouvrages de fermeture, notamment de la digue principale, avant de parler de production d'électricité. Le Parlement hongrois a voté pour l'emprisonnement systématique des migrants, une mesure précédemment appliquée dans le pays mais supprimée en 2013 sous la pression de l'Union européenne et du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce mardi 7 mars. Le ministre pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été reçu ce mardi par le chef de l'État ivoirien. Qu'est-il ressorti de cette rencontre? Vijaneima. Porteur auprès des autorités ivoiriennes du désir de la Grande-Bretagne d'avoir une coopération plus large que par le passé avec la Côte d'Ivoire, le ministre pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tobias Ellwood, a été reçu ce mardi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Après sa sortie de l'Union européenne, la Grande-Bretagne entend intensifier sa coopération à travers le monde. La Côte d'Ivoire, par le dynamisme de son économie, intéresse la Grande-Bretagne, a souligné le ministre britannique qui a émis le vœu d'une coopération avec la Côte d'Ivoire, désormais dans de nombreux domaines. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République pour l'opportunité qui m'a été offerte de le rencontrer. Et il est clair que nous voulons raffermir nos relations avec la Côte d'Ivoire et voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer nos relations dans d'autres secteurs. Je voudrais parler par exemple des finances, de l'agriculture, des infrastructures. Et je souhaiterais inviter quelques ministres ivoiriens en Angleterre pour qu'ils puissent rencontrer aussi leurs collègues pour expliquer dans quel domaine nous pouvons travailler ensemble, raffermir nos relations. Si la Côte d'Ivoire est le numéro 1 mondial du cacao, le ministre britannique était fier d'offrir au président de la République une boîte de chocolat aux couleurs d'une équipe anglaise de football et fabriquée à partir du cacao ivoirien. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a lancé ce matin les activités du centre Andrew Young pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Grâce à ce centre, les États-Unis vont former des jeunes Ivoiriens et leur permettre de devenir les leaders économiques de demain. Mahama Traoré et Vijan Naïma. Semer la graine du développement économique par la promotion de l'entrepreneuriat jeune. C'est ce à quoi va servir ce centre d'incubation pour jeunes entrepreneurs situé en plein cœur de la commune du Plateau. Disposant de tous les outils adéquats de formation, ce centre va permettre aux jeunes Ivoiriens de bénéficier de l'expertise américaine en matière d'entrepreneuriat. Les États-Unis ont créé un partenariat avec le district autonome d'Abidjan, ce centre. Ensemble, nous visons à contribuer à une croissance économique inclusive et transparente et à promouvoir le Young Africa Leaders Initiative ou bien YALI. L'expérience des États-Unis va servir la jeunesse ivoirienne. Le fighting spirit des Américains va servir la jeunesse ivoirienne. La capacité de passer des profondeurs de la société au sommet de la société va inspirer la jeunesse ivoirienne. Le Centre pour la promotion de l'entrepreneuriat portera le nom de l'illustre militant pour les droits civiques, l'ambassadeur américain Andrew Young, actuellement en visite en Côte d'Ivoire. À juste titre, car selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, Andrew Young incarne le leadership dont a besoin la jeunesse africaine pour relever les défis auxquels le continent fait face. Chers jeunes leaders, je vous invite à prendre pour modèle
l'ambassadeur André Young. Il a œuvré comme il a fait en surmontant toutes sortes de difficultés pour contribuer significativement à l'amélioration de la société ivoirienne et la société africaine. À cet effet, chers amis jeunes, je vous encourage à utiliser pleinement et à bon escient toutes les ressources offertes par ce centre pour développer des projets novateurs et utiles au développement de la Côte d'Ivoire. Ces initiatives inscrites dans la politique nationale de la jeunesse vont coûter à l'État 980 milliards de francs sur la période 2016-2020. 2 mémorandums de convention ont été signés ce mardi entre l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Andrew Young. Ils portent sur le processus d'accréditation de l'Université de Grand Bassam au système éducatif américain et aussi sur la phase pilote du projet relatif au développement du secteur agroalimentaire. Sidonie Davila. L'Université de Grand Bassam et la Fondation américaine Andrew Young, animées par une même vision, former des cadres bilingues de niveau international et répondre aux besoins alimentaires des populations. C'est donc à travers la signature d'un premier accord portant sur l'accréditation de l'Université de Grand Bassam au système éducatif américain et d'un deuxième sur la phase pilote du projet aquaponique, système permettant de produire de l'engrais organique, que ces projets vont prendre forme. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'accréditation de l'Université internationale de Grand Bassam au système éducatif américain permettra de renforcer l'offre nationale de formation tout en répondant aux demandes de plus en plus exigeantes du monde de l'emploi basées sur les standards académiques réputés des instituts américains de formation du fait de la mondialisation. En ce qui concerne le projet Aquaponics, il convient de relever que les attentes du gouvernement pour ce système intégré de production moderne sont nombreuses. En effet, l'action gouvernementale dans ce secteur vise l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire à travers notamment l'adoption et la mise en œuvre des techniques à haut rendement accessibles à toutes les populations. Pour le responsable de la formation Andrew Young, basé aux États-Unis, la signature de ces 2 protocoles est le signe de bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et certaines villes américaines, telles qu'Atlanta. Heureux du soutien proposé par la Fondation Andrew Young, le gouvernement nourrit beaucoup d'espoir quant à la réalisation de ces 2 projets et de plusieurs autres dans lesquels la Fondation dispose d'une expertise avérée, notamment l'éducation de base, la santé, l'alimentation et l'emploi des jeunes. Direction Korogo dans le nord ivoirien. Le Premier ministre y était le week-end dernier. Il a reçu le corps préfectoral, histoire de se faire une idée précise des réalités du monde rural. Charles Tatou. Rencontre préfet, Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les préfets ont exposé les difficultés qui minent le bon fonctionnement de leur corps et les régions qu'ils dirigent. À ce jour, certains membres du corps préfectoral ne disposent pas encore de bureau. Les conditions de travail des membres du corps préfectoral, une application effective et le suivi des mesures arrêtées, sans oublier l'accélération du traitement des dossiers d'attribution d'autorisation d'exploitation aux nationaux. Le Premier ministre les a d'abord félicités, exprimant la reconnaissance du chef de l'État pour leur contribution au retour de la normalité dans le pays. Amadou Gon Coulibaly est revenu sur la première action du gouvernement après sa nomination au poste de Premier ministre. Nous avons commencé à travailler au niveau du gouvernement pour la mise en place de ce que nous appelons le programme de travail gouvernemental. Profitant de cette visite ici à Korogo, j'étais sûr qu'en vous rencontrant, nous allions avoir donc le pouls de la réalité du vécu de nos compatriotes. Mais je sais que vous n'allez pas seulement poser les problèmes tels qu'ils sont vécus, vous allez aussi faire des propositions de solutions. Et je me réjouis donc de l'intervention de M. le préfet de région, préfet du département de Korogo, qui a donc posé les problèmes auxquels les populations ici sont confrontées. En partie d'ailleurs, nous retrouverons donc ces problèmes un peu partout sur le territoire national, mais avec des spécificités que vous avez donc relevées. Mais je me réjouis surtout des propositions de solutions donc, que vous avez faites. Le chef du gouvernement est également revenu sur les doléances relatives
aux meilleures conditions de travail et de vie des préfets. L'évaluation du coût a déjà été effectuée puisqu'il y a eu des discussions avec le vice-président à l'époque, Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et les conclusions de ces travaux avaient déjà été portées à la connaissance du chef de l'État. La question qui s'était posée au moment où la décision devait être prise était une question d'harmonisation et de prise en compte de l'ensemble, je dirais, donc des corps donc, qui sont des corps particuliers. Il y a le corps préfectoral pour lequel donc, il y avait des conclusions. Il y avait également donc, celui du corps diplomatique. Donc il y avait les magistrats. Et tout ça devait donc connaître une harmonisation avant donc, la mise en œuvre donc, des dites mesures. Dès que les moyens donc, de l'État donc, le permettront, soyez assurés que le chef de l'État lui-même, donc, par la qualité du travail que vous effectuez, est sensible donc, à cette question. Concernant vos conditions donc, de travail, vous l'avez noté vous-même, elles ont fait l'objet donc, de beaucoup d'efforts de la part du gouvernement. Lors du premier mandat, à l'occasion donc, des visites d'État, beaucoup d'efforts ont été effectués concernant les résidences des préfets, concernant les lieux de travail, les préfectures, les sous-préfectures, ou concernant les moyens donc, de déplacement. Après le corps préfectoral, d'autres couches sociales de la ville de Korogo ont été reçues par le Premier ministre. Lors de ce séjour du Premier ministre à Korogo, les cadres du Grand Nord ont initié un meeting hommage au chef de l'État. Après ce journal, vous pourrez suivre sur RTI 1 en édition spéciale ce meeting hommage au chef de l'État à Korogo. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a rencontré l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont salué l'excellence des liens d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Herman Guivet. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde, près de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Libéria, son Excellence Raghutarali Ravindra, a été reçu en audience par le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, à sa résidence de Cocody. Une rencontre entre les deux personnalités qui vient réaffirmer l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Opportunité pour l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Raghutarali Ravindra, d'aborder les volets coopération politique et commerciale qui lient les deux pays. Au niveau de la politique, son Excellence a rappelé les bonnes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Aussi, les bonnes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Inde ont pu se voir par la visite du président indien l'an dernier en Côte d'Ivoire. La balance commerciale qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, la barre des 1 milliard sera franchie. Les sociétés indiennes Tata Motors et Ashok Leyland vont fournir des véhicules automobiles à la Côte d'Ivoire. Tata Motors va fournir des bus à la Sosotra et cela dans ce mois de mars. Outre la politique et l'économie, l'ambassade de l'Inde, avec l'appui du ministère de la Culture et de la Francophonie, s'active à la préparation d'une semaine culturelle indienne en Côte d'Ivoire pour établir la jonction culturelle entre les deux pays. Le gouvernement britannique offre à la Côte d'Ivoire une machine de destruction d'armes. Elle a été reçue par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes de petit calibre. Massokone, Herman Guivet. Cette machine, munie d'un système de vérin double, peut détruire près de 500 armes par jour. Elle les découpe dans leurs parties essentielles, les rendant ainsi non recyclables à des fins militaires. Les restes métalliques, eux, pourront servir à un usage civil, un acquis à l'actif de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, la Comnat ALPC, en partenariat avec le gouvernement britannique. La destruction est capitale dans le processus de lutte contre la circulation illicite des ALPC, car elle permet d'éviter que des armes obsolètes et sans numéro de série soient recyclées pour tomber ensuite entre les mains d'acteurs non autorisés pour attenter à la sécurité de nos populations. Un geste qui vient sûrement améliorer les liens de coopération entre l'État britannique et la Côte d'Ivoire. Cette collaboration est également l'occasion d'espérer une plus forte coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne en matière de sécurité. Et nous osons espérer que votre passage soit le point de départ d'une coopération beaucoup plus forte.
Créée par décret en 2009, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a permis le marquage de 95% des armes de la police nationale. Elle a par ailleurs procédé à la destruction de plus de 17 000 armes, de 6 336 munitions non explosées et de 66 kg d'explosifs et munitions expirées ou non fonctionnelles. La mise en eau du barrage hydroélectrique de Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire a eu lieu hier lundi. Il est question dans un premier temps d'évaluer le comportement des ouvrages de fermeture, notamment de la digue principale. Un exercice qui va durer une vingtaine de jours avant de parler de production d'électricité. Lanciné Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Étape stratégique dans la finition des travaux de l'aménagement hydroélectrique de Soubré, l'opération de mise en eau phase préparatoire à la production effective du courant s'est déroulée avec un sentiment du devoir accompli. Pour faire le barrage, il a fallu d'abord construire cette digue, construire les ouvrages de sécurité, donc l'évacuateur de crue, la prise d'eau. Mais pour pouvoir produire cette électricité, il faut faire les essais des unités de production. Pendant une vingtaine de jours, les techniciens vont apprécier le comportement des ouvrages de retenue d'eau. La centrale de Soubré, avec ses 275 MW, va augmenter le parc national, la puissance totale installée à près de 2200 MW. Objectif pour la Côte d'Ivoire, assurer la disponibilité de sa propre consommation. Mieux, confirmer son ambition de hub énergétique sous-régional. Et si tout se passe bien avec l'aide de Dieu, nous pourrons pouvoir mettre cette machine en service d'ici fin avril, sinon donc début mai. Et nous allons suivre avec les deux autres unités de production. Ce projet de Soubré, en plus de la production d'électricité, est un exemple en termes social et environnemental, avec notamment une zone de conservation de la biodiversité, un espace de 200 hectares. Vous savez, avec la mise en eau du barrage, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont être détruits, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme contenu, la flore, la faune. Et donc, il fallait en contrepartie, en compensation, n'est-ce pas, préserver une partie de cet écosystème-là. Et donc, c'est pour cela que cette zone-là a été dédiée à cet objectif-là de conservation et de préservation de la faune et de la flore. Lancé en 2013, l'aménagement hydroélectrique de Soubré a nécessité 331 milliards de francs CFA de financement. Demain 8 mars, le monde va célébrer la femme. Aujourd'hui, nous avons rencontré les femmes du réseau des associations féminines de l'Agnébi, un réseau qui a permis de mettre sur pied un fonds de soutien. Il finance les membres du réseau pour la création de leurs activités génératrices de revenus. Honorina Nigori. Célébrée le 8 mars chaque année dans le monde, en Côte d'Ivoire, la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « L'autonomisation de la femme » cette année. Les femmes d'Agboville l'ont si bien compris. Elles qui se sont regroupées à travers le réseau des associations féminines de la Gnébi, RAFA, en 2009 pour exercer des activités champêtres, agricoles et commerciales en vue de se prendre en charge. C'est le cas de Marie-Colette, vendeuse de bananes au marché d'Agboville. Ça me fait 7 ans que je suis sur le marché d'Agboville. Je vends de la banane, presque tout. Il y a une yam, il y a taro, je vends presque tout, il y a manioc, tout ça. En tout cas, mon commerce, je paye ma maison, je paye le courant et j'emmène mes enfants à l'école avec. Je suis dans une association qui s'appelle le UOKC, mais nous sommes adhérés à RAFA. Delphine Ogbodji, commerçante d'articles, soutient son époux dans les dépenses du foyer par son commerce. Bon, je vends un peu d'articles ménagers, des casseroles, des soupières pour aider mon mari. Nikatio Yeo est veuve et mère de 11 enfants. C'est également avec son commerce de vivriers et de bien d'autres articles au marché d'Agboville qu'elle s'occupe de sa famille. Là, il y a le commerce. Les dépenses là sont trop. Quand je vends comme ça, je coupe aussi dedans pour compléter les pensions de mon mari, là, pour aller payer leur école. J'ai 11 enfants. Rendons-nous maintenant dans la sous-préfecture d'Atobrou, à Agboville, où l'association des femmes chrétiennes agropastorales, AFCA, est ralliée au RAFA. Ces femmes font de l'élevage de poulets, de porcs et de l'escargot. Elles cultivent également du manioc, du vivrier
et fabriquent du savon. C'est par la production de ces activités génératrices de revenus que ces femmes s'entraident et se prennent en charge depuis 2006. Nous sommes dans la plantation de manioc de 2 hectares de l'AFCA. Nous sommes 150 femmes. Il y a 30 garçons parmi nous, mais les femmes dominent. En début d'année, au moins à la rentrée, ce que nous faisons, on a quelque chose en caisse pour soutenir nos sœurs qui sont en difficulté. Par exemple, qui ont perdu leur mari, les enfants doivent rentrer, ou bien le père est là, mais ils sont démunis. Bon, avec quelque chose, on peut venir à leur secours. Monique Tano, la présidente du réseau des associations féminines de la Nyebi, Rafa, est fière du dévouement de ces femmes et les ordres des autres femmes à en faire autant. Au total, nous avons 15 associations féminines. Ça regroupe toutes les femmes, que ce soit du milieu urbain comme rural. J'ai créé cette association pour pouvoir rassembler les femmes pour que nous regardions dans la même direction. Au départ, on allait à Abidjan. Il y a le ministère de la Famille, le Fonds Femmes et Développement. Mes femmes allaient prendre crédit là-bas. Mais aujourd'hui, le RAFA dispose d'une caisse où les femmes vont prendre des prêts pour leurs activités génératrices de revenus. Le RAFA œuvre pour l'autonomisation de ses membres, pour la promotion de leur éducation morale, pour leur formation et participe également au processus de réconciliation et au développement d'Agboville. En cette veille de la journée de la femme, le REPMACI s'engage dans la lutte contre le cancer du sein. Ce réseau de professionnels des médias vient d'initier une séance de dépistage précoce à l'autopalpation en faveur des femmes professionnelles des médias. L'opération est gratuite. Elle s'est déroulée au CHU de la commune de Trècheville. Malika Koulibaly. Le cancer du sein, premier cancer de la femme dans le monde, est devenu aujourd'hui un problème de santé publique. C'est un cancer qui est héréditaire et on sait qu'il y a des familles où toutes les femmes, toutes les filles de la famille développent des cancers du sein. Donc il est important de se faire consulter lorsqu'on a un parent qui a eu un cancer du sein. Sanata Awa souffrait de ce cancer. Après l'accouchement de mon dernier bébé, j'avais des plaies sur le mamelon. C'est comme ça que ça a évolué. Un jour, j'ai fait une biopsie et on a déclaré que j'avais un cancer du sein. Pour prévenir cette maladie, une femme doit apprendre à connaître son sein. À partir de 18 ans, une femme doit pouvoir examiner ses seins une fois dans le mois. Et il y aura un deuxième temps où la femme va palper ses seins. Elle va palper ses seins. Il y a tout un schéma qu'on montre aux femmes au cours des examens. Donc cette palpation-là va se terminer par l'examen aussi des niveaux des aisselles. Pour contribuer à l'éradication de ce cancer, le REPMACI, réseau des professionnels des médias, des arts et des sports, engagé dans la lutte contre les sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire, initie cette séance de dépistage gratuit. Nous avons enregistré environ 348 femmes. Mais on a vu qu'il y a eu des femmes qui sont venues aujourd'hui qui n'étaient pas inscrites. Nous pensons qu'on va autour de 400 femmes pour cette opération. C'est vraiment un succès. Nous travaillons avec le programme national de lutte contre le cancer qui s'est engagé avec nous de pouvoir nous accompagner pour la prise en charge de ces femmes. Notons qu'avant cette séance de dépistage gratuit, un atelier de formation a été organisé par le REPMACI et le Programme national de lutte contre les cancers en faveur des femmes des médias afin de leur expliquer les fondamentaux de la problématique du cancer du sein. Lutte contre l'insalubrité. Après la première édition de l'opération Grand Ménage, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable dresse un bilan. Elle appelle à l'esprit civique et invite tous les Ivoiriens à prendre une part active à cette grande opération de salubrité. Grâce Kando. La phase terrain de l'opération Grand Ménage a démarré le 4 mars par des activités d'entretien des grandes rues et artères. Selon le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, certaines communes des districts d'Abidjan et villes de l'intérieur n'ont pas effectué l'activité. J'en appelle à l'esprit civique de ceux qui hésitent encore
de ceux qui s'avouent déjà vaincus par les déchets. Je voudrais leur dire qu'il n'est pas encore tard et qu'il faut impérativement emprunter le train de l'action citoyenne en faveur de la propreté, en faveur de l'image de notre pays. Sur 9 directions régionales, la majorité a reporté l'opération au samedi 11 mars. Des reports justifiés par le souci d'une meilleure organisation afin de favoriser une plus grande implication des populations. Je voudrais également remercier très sincèrement et saluer l'engagement citoyen de tous ceux et de toutes celles qui ont effectivement pris part à ce rendez-vous important de la propreté. La deuxième édition de l'opération Grand Ménage est prévue pour le premier samedi du mois d'avril. Un environnement propre a de nombreux avantages, notamment un impact positif sur le tourisme. Le pays regorge de nombreux sites touristiques. Des touristes français ont sillonné plusieurs régions de la Côte d'Ivoire du nord au sud. Ils ont découvert des trésors culturels et de grandes richesses touristiques. Patricia Omouedia. Une mini-croisière. Des touristes français à la découverte du plan d'eau exceptionnel de notre pays. Un paysage unique pour leur origine naturelle. Une balade lagunaire créée à l'initiative de ces touristes amoureux de la Côte d'Ivoire. Les touristes se sont émerveillés de l'attractivité de cette balade à travers les îles des Lépreux, en passant par la baie des Milliardaires de Bingerville et le pont Henri-Conan Bédier. Un circuit inoubliable, des instants colorés de plaisir et des moments de détente. 2 heures après, retour sur la terre ferme. Bien préserver la nature. Si le tourisme doit se développer, aller plus dans ce qu'on appelle nous l'écotourisme, faire le moins possible de béton et au mieux utiliser les matériaux du pays pour vraiment rester dans l'âme de ce pays. C'est vrai que chez nous, beaucoup de Français hésitent à cause d'événements. Et en fait, quand on est là, on se sent très en sécurité, vraiment très en sécurité et accueilli d'une façon très très chaleureuse. Ça donne vraiment envie de revenir. La Côte d'Ivoire dispose d'une vaste offre touristique et une importante richesse naturelle. 471 000 visiteurs internationaux, 500 000 seraient entrés dans le pays l'an dernier. Un chiffre qui rejoint à peu près les projections élaborées par le gouvernement dans son objectif de passer la barre des 1 million de visiteurs d'ici 2020. Ces nombreux sites touristiques, la Côte d'Ivoire en fait la promotion en ce moment à Berlin, en Allemagne. La 50e édition du Salon professionnel du tourisme s'ouvre sur place demain. Près de 10 000 exposants de 8 pays pour 180 000 visiteurs sont attendus. Delphine Blas, envoyée spéciale à Berlin. L'Allemagne fait partie des 10 pays qui dépensent le plus d'argent dans le tourisme international. 65,4 millions de départs chaque année pour des motifs de vacances, affaires ou encore pour découvrir la nature et la culture. En clair, le tourisme occupe une place importante en Allemagne. La Côte d'Ivoire l'a bien compris. Elle qui a décidé de se vendre à l'extérieur, elle qui veut faire connaître ses merveilles et richesses. Depuis 2012, elle participe de façon consécutive au salon ITB Berlin, qui est le plus grand salon de l'industrie touristique mondiale. Les retombées sont visibles. On peut citer entre autres la programmation de la destination ivoirienne dans les catalogues des tours opérateurs allemands. L'organisation d'un éductour à l'intention des investisseurs, journalistes et professionnels du tourisme allemand en Côte d'Ivoire en 2013. L'arrivée du bateau de croisière allemand MS Hambourg, avec à son bord plus de 300 croisiéristes allemands en avril 2016. Cette année encore, Berlin accueille la Côte d'Ivoire pour nouer des partenariats et pour commercialiser ses produits. Il s'agira aussi de consolider les actions de promotion de la destination Côte d'Ivoire sur le marché allemand. Comme d'habitude, avec Côte d'Ivoire Tourisme, une quinzaine d'opérateurs du secteur pour promouvoir les atouts verts et culturels de la Côte d'Ivoire. Au total, près de 10 000 exposants de 8 pays, 108 professionnels pour 180 000 visiteurs à la foire de Berlin qui s'ouvre le 8 mars pour prendre fin le 12 mars. Regard tourné vers Berlin. En Hongrie, le Parlement a voté pour l'emprisonnement systématique des migrants. Le texte a été adopté à une large majorité.
C'est une mesure précédemment appliquée dans le pays, mais qui avait été supprimée en 2013 sous la pression de l'Union européenne et du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, HCR. La Chambre des Lords inflige un nouveau revers au gouvernement britannique. Elle a approuvé un second amendement au projet de loi sur l'activation du Brexit et réclame un vote du Parlement sur le résultat des négociations sur l'accord final et tous les accords commerciaux futurs avec l'Union européenne. Voilà pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure en édition spéciale le meeting hommage au chef de l'État à Korogo et juste après l'émission Le Débat. Coup de projecteur ce soir sur la pratique du journalisme en Côte d'Ivoire. Peut-on concilier militantisme et professionnalisme? La presse ivoirienne est-elle crédible? Restez sur RTI 1, toutes les réponses dans le débat avec Lancine Fofana et ses invités. Très bonne soirée à tous sur RTI 1.